Dans le cours de l'histoire sur France Culture, les animaux et nous, une longue et belle histoire de l'Égypte pharaonique quand les animaux n'étaient pas vraiment des dieux, mais enfin ils n'étaient pas non plus très très loin des divinités. À la prise de conscience de la nécessaire protection animale, nous allons croiser plein de bestioles, notamment des dragons et des licornes. Oui, les bêtes et les hommes, parce que c'était elles, parce que c'était nous, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balade de diffusion, des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous partons donc en Égypte pour voir tous ces animaux. Avec vous, Hélène Guichard, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes docteur en égyptologie, vous êtes conservatrice générale au département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre et vous avez été commissaire de l'exposition des animaux et des pharaons, le règne animal dans l'Égypte ancienne. C'était au musée du Louvre-Lens il y a quelques années, c'était en 2014. Dites-nous, Hélène Guichard, les animaux sont omniprésents dans l'Égypte antique, mais également dans les collections de nos musées. Quand nous traversons comme ça ces salles sublimes et que nous voyons ces vitrines, il y a des bestioles partout. Mais oui, vous avez parfaitement raison. C'est un des traits caractéristiques de l'Égypte ancienne et des collections, donc des témoignages qui en sont parvenus jusqu'à nous. L'animal, la forme animale, la figure animale, sont vraiment omniprésents. On les voit partout, aussi bien dans la nature, dans l'environnement, que dans nos musées. Et pour les Égyptiens, évidemment, le spectacle de leur environnement naturel et de cette faune extrêmement riche, variée, a évidemment eu des conséquences très importantes sur leur façon de voir, de concevoir et d'exprimer le monde. Oui, parce qu'il faut contextualiser la chose. Ces animaux viennent d'une Égypte extrêmement rurale et nous savons l'importance du Nil, des crues du Nil, de l'agriculture. Nous sommes en des temps où la proximité de l'homme et de l'animal est une évidence, surtout dans ces sociétés où l'agriculture est très importante. Oui, bon, disons que la magnificence de la civilisation égyptienne, de ses temples, de son architecture, de ses tombeaux, de ses arts précieux, nous font un petit peu oublier aujourd'hui que, avant tout, l'Égypte ancienne est une civilisation agricole, et comme toute civilisation de ce type, elle vit grâce à l'exploitation du règne animal. Voilà, avec énormément d'animaux, donc une proximité à l'animal. Et dans la réflexion que nous pouvons avoir sur ces représentations des animaux, il y a justement quelque chose qui nous étonne, nous trouble et nous charme en visitant les musées, notamment celui du Louvre. C'est la qualité de représentation de l'animal. Ces Égyptiens connaissaient très bien ces petites bêtes. Vous savez, ce qui, moi, à titre personnel, m'a toujours fasciné chez les Égyptiens, c'est cette faculté incroyable qu'ils avaient à observer pour restituer finalement. Et l'artiste égyptien ou l'artisan égyptien avait cette capacité à reproduire. Alors non pas à reproduire la nature au sens de la mimésis grecque, mais plutôt de reproduire les détails significatifs qui faisaient que une représentation prenait toute sa valeur, parce qu'on pouvait reconnaître de quoi il s'agissait à quelques détails précis et significatifs, et parce qu'en Égypte, la valeur de la représentation est essentielle. Elle est magique, elle est quasiment magique, c'est-à-dire que représenter quelque chose au même titre que de l'exprimer, le verbaliser, l'écrire, le prononcer ou non, mais le verbaliser, équivalait à faire venir à l'existence ce qu'on nommait ou ce qu'on représentait. D'où l'importance, évidemment, de ce souci du détail dans la représentation. Et une représentation qui peut prendre toutes les formes possibles. C'est ça qui est intéressant également dans l'Égypte antique. Ces animaux, nous allons les retrouver en statues, sous forme de peinture, dans les temples, et puis nous allons les retrouver également dans l'écriture. Les animaux sont absolument partout. Oui, c'est là aussi un des traits caractéristiques de la civilisation égyptienne, c'est que ce soit dans la sculpture, que ce soit dans la peinture, le dessin, dans les arts mobiliers, on trouve cette forme animale absolument partout, déclinée de toutes les façons possibles. Et en effet, vous avez raison, dans l'écriture hiéroglyphique, sur disons plusieurs centaines de signes hiéroglyphiques connus, il y en a plus d'un quart qui représentent des animaux ou des parties d'animaux. Hélène Guichard, est-ce que cela veut dire que l'animal est nécessaire dans le mode de compréhension que les Égyptiens avaient sur le monde, vu qu'ils les utilisent
comme mode d'écriture. Oui, et tout part, je dirais, de ce sens de l'observation. Vous imaginez des Égyptiens qui vivent dans la vallée du Nil, qui ont sous les yeux le spectacle du fleuve, de la vallée, des zones marécageuses, et puis à l'inverse du désert hostile. Et ces différents milieux naturels sont peuplés par toute une faune qui a des comportements, des traits caractéristiques qu'on va, dans un premier temps, contempler, admirer, observer, redouter évidemment dans certains cas, puisque pour ma part, je ne parierais pas sur la timidité du crocodile du Nil, mais en effet, certains de ces animaux sont des fauves dangereux. Et donc voilà, on commence par les observer, et à partir de là, on va utiliser, pour expliquer ce qui est difficile à expliquer, les comportements animaux. Donc c'est en fait un processus d'analogie qui va permettre aux Égyptiens, alors aussi bien les prêtres, les théologiens, que les artistes à leur suite, d'expliquer, de rendre intelligible ce qui ne l'est pas forcément pour le commun des mortels. Et dès lors, il y a ce lien fait entre les animaux et les dieux, ne serait-ce que par nos propres représentations de ce que nous avons pu voir dans les ouvrages, dans les musées, où les dieux ont une figure animale. Dès lors se pose la question, les animaux de l'Égypte sont-ils des dieux? C'était une question qui était posée à la grande égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt. C'était en 1995 dans une émission de France 3, Le Jardin des Bêtes. Elle discutait, Christiane Desroches-Noblecourt, avec Pierre Deparnay, donc réalisateur qui s'était lui-même énormément intéressé à l'Égypte. Et oui, les animaux sont-ils des dieux? La grande question que tout le monde se pose, puisque on connaît un petit peu tous le chat, la déesse Bastet, l'ibis, le dieu Thoth, il y en a bien d'autres. Mais vous êtes très calé. Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a appris ça un jour. Ah, voilà. Qu'est-ce qui a mis en scène à l'époque de l'Égypte pharaonique ces animaux, puisque on ne peut pas considérer réellement que c'était des dieux? Non. Je suis persuadé que les Égyptiens n'ont jamais pensé que les animaux étaient des dieux. Mais c'était des manifestations du divin. Et aucun doute, comme nous sommes tous des manifestations du divin pour eux. Tout était manifestation du divin. L'homme, la femme, la pluie, le tonnerre, la montagne, et les animaux étaient leurs frères. C'est ça qui est très beau. On a trouvé, pour la première apparition de l'écriture, la première dynastie, des stèles dédiées aux chiens de la famille qu'on aimait qui étaient morts. Et il avait sa stèle funéraire. Je trouve ça extraordinaire. Quel pays a dédié à son animal familier de la maison une stèle funéraire, à son camarade, à son ami? C'est magnifique. Formidable d'entendre Christiane Desroches-Noblecourt nous parler des animaux. Alors oui, il y a toute une subtilité. Il faut prendre des gants lorsque l'on parle des animaux et des dieux en Égypte, parce qu'il y a une relation évidente, Hélène Guichard, par rapport à ce que nous venons d'entendre. Il y a une proximité de vie. Les animaux sont là, animaux qui servent dans les champs, animaux domestiques. Et puis il y a une proximité par l'utilisation que les Égyptiens font de tous ces animaux dans leur mental. Mais sont-ils des dieux? Que diriez-vous? Alors déjà, Xavier Mauduit, merci, mais vous êtes dur avec moi à me faire parler après Christiane Desroches-Noblecourt quand même, je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, c'est un très beau témoignage que je ne connaissais pas, et en effet, elle a parfaitement raison, et comme vous disiez en introduction de l'exposition, les animaux sont des dieux en Égypte. Non, bien sûr que non, les animaux ne sont pas des dieux, et malheureusement, c'est ce qui, aujourd'hui encore, a donné une idée déformée de la civilisation égyptienne. Et ça, depuis la plus haute antiquité. Les auteurs classiques, les penseurs chrétiens, les philosophes ont tous vu dans le rapport des Égyptiens aux animaux une espèce de rapport de zoôlatrie complètement obscurantiste. Et en fait, c'est pas du tout le cas, parce que on n'adore pas des animaux. On adore des réceptacles de la divinité. Voilà comment ça se passe. En fait, il y a tout un processus qui se déroule à partir de cette observation du milieu naturel. Les Égyptiens vont donc utiliser la figure animale pour expliquer ce qui est difficile à expliquer. On va comparer le comportement éthologique d'une espèce à un trait caractéristique d'une divinité. Là, disons que la vraie nature, la nature profonde d'un dieu, elle reste inaccessible. Ça, on n'y aura jamais accès. En revanche, il y a des manifestations divines qui sont théoriquement tangibles et qu'on peut expliquer
par le comportement animal. Christiane Desroches-Noblecourt, à l'instant, évoquait la déesse Bastet. Bastet, la déesse à tête de chatte, celle qui est associée au chat. C'est la déesse qui protège la petite enfance, les femmes enceintes, cet univers en fait du foyer. Et la comparaison avec une mère chatte qui protège ses petits est tellement évidente que c'est pour ça que les prêtres égyptiens disent, vous voyez, au bon peuple des fidèles, la déesse Bastet, elle vous protège, elle protège vos enfants comme une chatte va protéger ses chatons. Et donc, petit à petit, à partir de cette comparaison analogique, on va passer à un système de métaphores et Bastet devient la chatte. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et petit à petit, eh bien, une divinité va être associée à une ou plusieurs espèces animales pour caractériser certaines de ces spécificités. Et puis il y a autre chose d'important à savoir. Là encore, Christiane Desroches-Noblecourt disait les humains et les animaux étaient frères. C'est joli de dire ça comme ça, on se croirait dans un discours écolo, mais en fait, il y a une vraie raison à ça. C'est que pour les Égyptiens, le démiurge crée à son image toutes les créatures terrestres, aussi bien les hommes que les animaux, que les végétaux. Donc l'ordre végétal, l'ordre animal, l'ordre minéral sont à égalité. Il n'y a pas de rapport de hiérarchie entre les uns et les autres. Donc oui, quelque part, les hommes et les animaux sont des frères en Égypte. Voilà, et puis avec cette similitude qui se retrouve même dans le vocabulaire, sur la manière de nommer les animaux, de nommer les choses, il y a des liens qui se tissent, des liens d'observation, vous nous dites, Hélène Guichard. Moi j'ai été étonné parce que vous expliquez dans le catalogue d'exposition dont vous avez été commissaire sur les animaux des pharaons, donc des animaux et des pharaons, le règne animal dans l'Égypte ancienne. Le scarabée est exceptionnel. Ce scarabée bousier, d'un seul coup, prend une symbolique gigantesque. Oui, parce qu'en fait, les Égyptiens se trouvaient face à la nécessité d'expliquer un certain nombre de mystères. Alors des mystères terrestres et des mystères célestes ou divins. Par exemple, les cycles naturels, le cycle solaire, qui fait que chaque matin, le soleil se lève et se couche chaque soir pour disparaître pendant les 12 heures de la nuit et réapparaître ensuite. Le cycle du Nil, la crue du Nil, qui permet à l'Égypte d'être ce qu'elle est et d'être une vallée fertile au milieu du désert. Pour expliquer tous ces phénomènes naturels, difficiles à entendre en fin de compte, là aussi on avait recours à la figure animale. Le scarabée bousier, alors je vais pas vous dire, vous en avez forcément vu, c'est pas un spectacle fréquent dans nos contrées, mais en Égypte on voit encore à l'heure actuelle dans le désert des petits scarabées qui poussent avec frénésie, avec leurs petites pattes, une sorte de pelote ou de boulette qui est faite en fait d'excréments, de matière organique qu'ils collectent un peu partout et qui va servir à la fois de garde-manger et de nid pour leurs œufs. Donc c'est-à-dire que le scarabée pond ses œufs, les met à l'abri dans cette petite boule et va protéger cette pelote quand nécessaire en l'enfouissant dans le sol. Et puis, le moment venu, il va ressortir en poussant avec ses petites pattes la pelote. Et les Égyptiens avaient donc la possibilité d'observer communément ce spectacle de scarabées qui émergeaient des profondeurs de la terre en poussant cette boule devant eux. Comment trouver quelque chose qui explique plus clairement et plus simplement le lever du soleil, c'est-à-dire cette boule qui émerge de l'obscurité, des profondeurs obscures de la terre, qu'en utilisant cette métaphore du scarabée bousier. Et voilà comment les choses se sont passées. C'est magnifique à entendre parce que nous comprenons ce que vous nous dites, Hélène Guichard, au sens où nous le comprenons tel que les Égyptiens pouvaient le comprendre. Vous nous dites la comparaison avec l'animal permet de saisir des phénomènes complexes, des analyses complexes. Ben voilà, nous on comprend très bien ce que vous nous dites là, et c'est sûr que vu du regard extérieur, la religion égyptienne d'un seul coup devient non pas plus terne, mais n'est pas comprise comme elle devrait l'être. Je vous propose d'écouter Hérodote qui va nous parler, mais aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Hérodote, c'est Daniel Königsberg. Et Daniel Königsberg va nous lire la vision qu'Hérodote avait de ces Égyptiens qui regardaient les animaux.
Une partie des Égyptiens regardent les crocodiles comme des animaux sacrés. Mais d'autres leur font la guerre. Ceux qui habitent aux environs de Thèbes et du lac Moéris ont pour eux beaucoup de vénération. Les uns et les autres en choisissent un, qu'ils élèvent et qu'ils instruisent à se laisser toucher avec la main. On lui met des pendants d'oreilles d'or ou de pierres factices. On lui attache aux pieds de devant de petites chaînes ou bracelets. On le nourrit avec la chair des victimes et on lui donne d'autres aliments prescrits. Tant qu'il vit, on en prend le plus grand soin. Quand il meurt, on l'embaume et on le met dans une caisse sacrée. Ceux d'Éléphantine et des environs ne regardent point les crocodiles comme sacrés. Et même, ils ne se font aucun scrupule d'en manger. Daniel Königsberg, qui était Hérodote. Hérodote, un extrait des histoires. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ et à travers cette lecture sublime, nous voyons la vision qu'Hérodote pouvait avoir de l'Égypte. Il faut souligner, malgré tout, Hélène Guichard, qu'Hérodote connaît l'Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui rapporte des témoignages venus d'ailleurs. Il y a été, il a vu les choses. Il est important, ce regard extérieur, pour nous permettre de comprendre comment les Égyptiens faisaient, parce qu'Hérodote dit une partie des Égyptiens, une autre partie faisait ainsi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tout évident au moment précis où Hérodote parle. Parce qu'en plus, il faut rappeler que l'Égypte, c'est un temps très très long. Alors vous savez, parmi les égyptologues, on a longtemps considéré Hérodote comme une espèce de doux naïf à qui, en effet, on avait au cours de son voyage en Égypte, ses enquêtes, raconté des bobards qu'il avait cru, etc. Et puis, au fur et à mesure que la science évolue et se renforce, on s'aperçoit qu'Hérodote, il avait parfaitement raison et que en plus, il a manifesté une véritable neutralité bienveillante à l'égard des Égyptiens. Quand tant d'auteurs gréco-romains par la suite vont considérer ces Égyptiens avec une véritable condescendance au regard de la civilisation gréco-romaine en fait, qu'ils considèrent comme bien supérieure, Hérodote lui est plein d'admiration, de curiosité, et c'est vraiment des témoignages qui sont essentiels pour nous. Alors évidemment ils sont tardifs, Hérodote voyage au 5e siècle avant Jésus-Christ en Égypte, ce qui est tard par rapport évidemment au millénaire qu'a déjà la civilisation égyptienne, mais néanmoins, ce sont des témoignages de première main et c'est vraiment essentiel. Et en effet, de tout ce qu'il relate à propos des animaux, et notamment ces animaux sacrés, puisque on va peut-être aller un petit peu plus loin maintenant, les animaux ne sont pas des dieux, c'est vrai, on les observe, on les utilise comme des comparaisons, on en fait des analogies, des métaphores pour expliquer les choses, mais évidemment, comme je vous le disais, comme le démiurge les a créés à son image et à son image multiple, eh bien les animaux vont être conçus par la population comme étant les réceptacles d'une parcelle de la divinité. Et à ce titre, ils deviennent l'objet d'une certaine vénération. Ils ne sont pas les dieux. Éventuellement, ils peuvent l'incarner. Et tout à l'heure, donc, Hérodote disait que on vénérait finalement un crocodile et qu'à sa mort, on l'enterrait, on l'embaumait, on l'enterrait comme un personnage extrêmement important. Oui. Donc, à partir du Nouvel Empire, c'est-à-dire autour du XVe siècle avant Jésus-Christ, on commence en effet à momifier des animaux. Pourquoi ? C'est un phénomène qui va vraiment trouver tout son développement à partir de la basse époque, donc autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc finalement, peu de temps avant le voyage d'Hérodote, eh bien, on momifie des animaux pour deux raisons. Soit, c'est les cas les plus fréquents, les dévots d'une divinité vont vouloir rendre hommage à la divinité, la remercier éventuellement pour une faveur ou lui demander une faveur. Et le meilleur moyen qu'ils avaient trouvé était de lui offrir
offrir une petite momie de l'animal qui lui était associée. Et cette momie animale, partant dans les contrées célestes auprès de la divinité, sa divinité tutélaire, servait de véhicule, d'intermédiaire entre le fidèle et le Dieu dont il était dévot. Ça, c'est ce qui explique les milliers, les centaines de milliers de momies, de chats, de chacals, d'ibis, de faucons, etc., etc. C'est des dizaines d'espèces qui ont fait l'objet de momification de la sorte. Et puis l'autre catégorie, alors là, elle est plus importante et on se rapproche davantage, si vous voulez, de cette idée de les Égyptiens adoraient les animaux comme des dieux, si vous voulez. C'est que dans certains cas, certains animaux vivants, certains individus étaient considérés comme incarnant pendant leur vie la divinité sur terre. C'est le cas à partir du Nouvel Empire et du règne du pharaon Amenhotep III. C'est le cas du taureau Apis, qui est considéré comme l'incarnation du dieu Ptah sur la terre. Le taureau Apis, il est exceptionnel, c'est-à-dire que les prêtres égyptiens cherchaient sur un taureau un signe divin. Exactement. Une marque. Donc c'est vraiment... C'est un peu comme j'utilise toujours cette comparaison, moi aussi, vous voyez, finalement, ça gagne, du Dalai Lama et de la réincarnation. Quand le Dalai Lama meurt, les prêtres vont courir le monde pour chercher à quelques signes distinctifs très précis la nouvelle incarnation du Dalai Lama. Pour le taureau Apis, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que les prêtres, le clergé du clergé de Ptah, partaient courir l'Égypte, examinaient le cheptel égyptien et allaient jusqu'au moment où ils allaient trouver l'animal qui portait en effet les marques distinctives sur son pelage, un certain nombre de marques, un triangle sur le front, des taches sur son pelage en forme de scarabée ou en forme de vautour, à certains endroits de l'échine, de la croupe, etc. Et donc, une fois qu'ils avaient trouvé l'animal, ils le ramenaient à Memphis, au temple de Ptah, et cet animal-là était vénéré tout au long de sa vie au temple et recevait la dévotion des fidèles, et à sa mort naturelle, eh bien en effet, il était embaumé, enterré dans une grande nécropole à Memphis, qu'on a appelé par la suite le Sérapéum, et ces taureaux, en fait, pendant des siècles, ont représenté l'incarnation terrestre du dieu Ptah. Donc, Hélène Guichard, je comprends bien que les animaux égyptiens n'étaient pas des dieux. Ils avaient un peu de divinité, ils portaient un peu de divinité. Certains individus étaient particulièrement remarquables. C'est le cas du taureau Apis. France Culture. Viens me le dire de profil, si t'es un homme. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux relations qu'entretenaient les Égyptiens de l'Antiquité avec les animaux. Et parmi tous ces animaux, il y en a un particulièrement remarquable. Il s'agit du crocodile. Et alors, vraiment, le crocodile seul, c'est déjà impressionnant. Quand ils sont en nombre, c'est encore plus impressionnant. Et quand ils sont sur le bord du Nil, c'est juste magnifique. Croco, éléphant. Croco, allez croco. Croco, éléphant. Allez croco. Un crocodile s'en allant à la guerre disait adieu à ses petits enfants, traînant la queue dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Allez coco, allez coco, allez coco, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez coco, allez coco, ils sont partis, n'en parlons plus. Ils fredonnèrent une marche militaire dont ils mâchaient les mots à grosses dents. Les mots à grosses dents quand ils ouvraient la gueule tout entière, qu'on croyait voir ses ennemis dedans. Allez coco, allez
Ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, sur les bords de l'Émise, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parué sur la terre se préparait un combat de géants. Mais près de là coulait une rivière, le crocodile s'y jeta subitement. Ah, les crocodiles sur les bords du Nil. Ils sont partis, n'en parlons plus. Magnifique chorale autour des crocodiles dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Et dans le cours de l'histoire, oui, nous nous trouvons sur les bords du Nil avec vous, Hélène Guichard, en train de réfléchir sur cette relation qu'entretenaient les Égyptiens et les animaux à travers cette lecture religieuse qui était quelque chose de prégnant. Il faut rappeler que la civilisation égyptienne est une civilisation de religion. La religion est partout et donc dans les animaux, nous avons une lecture du monde possible. Je voudrais que vous nous décriviez une de ces œuvres que vous conservez, parce que vous êtes conservatrice au musée des départements des antiquités égyptiennes au Louvre. Quelle est cette œuvre que vous avez choisi de nous décrire ? Alors écoutez, c'est un objet qui peut intriguer au premier abord parce que c'est un petit objet en bois, une petite figurine qui représente, si on la regarde, un animal hybride. On n'a pas encore parlé de cette hybridation des formes dont les Égyptiens étaient friands, qui permettait, évidemment, c'est un des traits de la civilisation égyptienne, de conjuguer dans une même figure le corps animal et le corps humain, ou éventuellement le corps de deux animaux différents. Bon, l'exemple le plus évident qui vient à l'esprit de tout le monde et qui d'ailleurs est souvent significatif dans l'esprit des gens de l'art égyptien, c'est le sphinx. Voilà, un corps de lion et une tête humaine, enfin une tête royale puisque c'est le pharaon. Voilà. Donc on n'a pas encore abordé ça et ce petit objet, eh bien, en est représentatif puisque c'est la figurine d'un animal composite qui a le corps d'un crocodile et la tête d'un faucon. Et au passage, je vous invite, d'ailleurs c'est le moment, à aller dans les salles du Louvre. Vous serez merveilleusement tranquille, il y a personne, à aller observer un petit peu les productions de l'art égyptien. Et vous verrez à quel point c'est fascinant de voir comment les Égyptiens étaient capables de formellement associer un corps humain et un corps animal, sans que finalement ça ne nous pose visuellement et intellectuellement aucun problème. Et là c'est la même chose, pas facile de greffer sur le corps d'un crocodile une tête de faucon. Donc déjà on a cette petite figurine qui a un aspect très intrigant, qui est posée sur une sorte de socle en forme de chapelle. Le tout est taillé dans une unique pièce de bois et dans le socle est taillé un petit logement, une petite alvéole et on y aperçoit un petit amas de tissu qui est en fait un élément momifié. Alors on se dit mais quel drôle d'objet, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu exprimer par cet objet-là. Donc comme je vous le disais, cette forme animale, elle sert à exprimer l'incompréhensible, elle sert à décrire ce qui est difficilement intelligible. Et là, on a choisi d'associer le crocodile, donc animal du Nil, directement lié à la crue du Nil et donc à toute le processus de régénération que sous-entend cette crue, qui est évidemment liée à des questions funéraires, de renaissance du défunt. Et puis le faucon qui est finalement l'un des animaux les plus fascinants du monde, parce que d'abord c'est l'animal le plus rapide qui existe. Vous savez, on ne sait pas forcément. Bon, là, le faucon, quand il vole dans le ciel, il a une vitesse de croisière de 80 km/h, c'est correct. Mais quand il est en piqué, eh bien, il atteint les 300 km/h. Et ça, c'est quelque chose de rarement atteint dans la nature. Donc, vous imaginez, associé à son acuité visuelle absolument phénoménale, quand un faucon fond sur sa proie, elle n'a aucune chance. Et c'est sans doute pour ça que les Égyptiens avaient associé le faucon à Horus, le dieu tutélaire de la monarchie égyptienne. Donc, vous savez qu'en Égypte, le roi a pour mission sacrée de
protéger l'Égypte, mais pas seulement l'Égypte, l'équilibre du cosmos. C'est ce qu'on appelle la Ma'at. Donc c'est un concept particulier en Égypte. Et donc le pharaon est le garant de cet équilibre cosmique. Et donc on a besoin d'un combattant infaillible. Et le faucon incarnait finalement le mieux cet aspect. Donc là, pour en revenir à ce petit objet, on a le corps d'un crocodile, animal du Nil, lié à la régénération, et la tête d'un faucon, qui est donc lié à Horus, le dieu monarchique par excellence, à qui son père Osiris a confié le règne sur les hommes. Et on a vraisemblablement là l'association de ces deux divinités sous la forme, c'est quelque chose qui arrive très souvent en Égypte, ce syncrétisme entre différents aspects divins. Peut-être le dieu Horus l'Ancien qu'on honore du côté de Komombo. Komombo, pour ceux qui ont visité l'Égypte, c'est là où il y a le temple de Sobek, justement le dieu crocodile, ou le dieu à l'allure de crocodile. Donc ça pourrait être la reproduction peut-être d'une statue de culte qui figurait dans un temple et qui, par un dévot, un particulier, a été façonnée pour évoquer cette divinité et créer un lien avec elle. Alors maintenant, on se dit, c'est un reliquaire puisqu'il contient une petite momie, et on était évidemment très curieux de savoir quel animal, si animal il y avait, se trouvait dans ce petit objet. Alors, on a, au département des antiquités égyptiennes du Louvre, fait une grande campagne de scanner d'un certain nombre de nos momies animales. Et celle-ci, évidemment, y figurait en bonne place, parce que moi, je mourais de curiosité à l'idée de savoir ce que ça pouvait être, faucon ou crocodile, ou être hybride et fantastique. Et en fin de compte, le scanner a parlé, et cette petite momie minuscule, qui fait à peine 5 cm de long, c'est en fait la tête d'un bébé crocodile. Et donc, imaginez la puissance de cet objet. Quand on sait que pour les Égyptiens, la représentation vaut pour la réalité. Représenter quelque chose, c'est le faire venir à l'existence. Donc on a une représentation de cette divinité syncrétique qui associe déjà plusieurs aspects divins et qui contient un petit fragment de crocodile qui l'investit finalement de cette parcelle de divinité dont on parlait tout à l'heure. Donc quel objet incroyablement puissant du point de vue magico-religieux pour servir de lien entre le fidèle et le Dieu. C'est un objet exceptionnel et c'est toujours la même chose lorsque l'on a l'explication. Nous avons tous visité des musées et c'est vrai, dans les vitrines, nous voyons des objets sans les comprendre. Avec l'explication, ils prennent une ampleur démesurée, presque religieuse. Hélène Guichard, c'est un petit reliquaire, c'est la basse époque, c'est ça? Oui, c'est ça, on est entre le 7e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette hybridation, c'est vrai que là, nous avons une hybridation entre un corps de crocodile et une tête de faucon. Parfois, ça peut aller beaucoup plus loin. Avec la déesse Touéris. La déesse Touéris m'a beaucoup plu, je vous le cache pas, parce que elle a une tête d'hippopotame, un corps de femme et une queue de crocodile. Et je comprends très bien ce que vous nous disiez, mais esthétiquement, nous le comprenons, alors que cela est très difficile à réaliser. Oui, alors Touéris, en effet, c'est pas une beauté facile. En effet, elle a une tête d'hippopotame et un corps d'hippopotame femelle et gravide par-dessus le marché. Mais elle a des bras humains, elle a une poitrine féminine, elle a une queue de crocodile dans le dos et elle a des pattes de lionne. Alors effectivement, c'est vraiment, alors là, l'hybridation poussée à l'extrême, et la déesse Touéris, qui comme ça est pas des plus charmantes à première vue, est en fait une déesse extrêmement bénéfique qui, un peu à l'image de Bastet, est une protectrice du foyer, des enfants et des femmes enceintes, de tout ce qui concerne l'univers féminin et maternel. Et en effet, elle associe la puissance de tous les animaux dont elle finalement elle est investie pour mieux protéger les fidèles. Oui, parce que les animaux sont proches pour les Égyptiens comme ils le sont pour nous aussi. Certains animaux sont des animaux domestiques avec une fascination évidente autour du chat. Le chat est quelque chose qui nous est resté sans doute parce que nous avons plus de chats chez nous que de crocodiles ou d'hippopotames. Je vous propose d'écouter Fernand Méry qui est vétérinaire. Fernand Méry qui en 1969 parlait dans l'émission Les animaux du monde à propos du chat. Mais oui, d'où vient le chat ? En vérité, on ne sait pas très exactement d'où vient le chat.
L'Égypte commence à en parler à partir de la 5e dynastie. En Égypte, il était gardien de temple. Incontestablement, je ne veux pas dire qu'il a fini gardien du temple, mais ça a été le 3e échelon de son ascension. Il a d'abord commencé par détruire les rats. Vous savez que le blé était une des richesses les plus appréciées et les plus appréciables de l'Égypte, et que la destruction du blé était une des 7 plaies de l'Égypte. Alors, le rat arrive, il sauve cette richesse. Immédiatement, on le prend en considération. Quelque temps après, les pharaons commencent à s'apercevoir que c'est vraiment un animal intelligent, et ils en font un chat de chasse. Le chat accompagne le pharaon au marécage, et il va à la chasse aux oies sauvages, aux canards sauvages, exactement comme un chien. Ensuite, naturellement, il franchit une étape de plus, et il devient, comme vous venez de le dire, gardien du temple, parce que les temples égyptiens étaient gardés par des lionnes. Ça n'était pas toujours, vous l'imaginez bien, de tout repos pour les fidèles. Alors on a changé les lionnes et on a mis à la place des chats, qui étaient un animal inconnu de l'Égypte. C'est à partir de ce moment-là qu'on a beaucoup représenté. À partir de ce moment-là, on a beaucoup représenté un peu partout, on l'a même déifié, ça a été sa consécration. On peut dire véritablement que l'Égypte a consacré littéralement le chat. Alors, nous étions en 1969 quand le vétérinaire Fernand Méry évoquait le chat. Hélène Guichard, vous êtes égyptologue, vous connaissez sans doute mieux que le vétérinaire l'histoire des animaux, et puis surtout vous bénéficiez d'années et d'années de recherche. C'était en 1969, il y a des choses à corriger dans ce qui est dit. Alors là où il a parfaitement raison, c'est qu'en effet, on voit apparaître le chat dans l'iconographie égyptienne et donc vraisemblablement dans l'environnement naturel. Il parle de la 5e dynastie. En effet, c'est ça. C'est à l'Ancien Empire qu'apparaît le chat dans les productions égyptiennes. Alors, voilà, moi je tique toujours un petit peu sur le fait de dire que le chat a été déifié. Non, voilà, c'est le travers habituel. J'espère que ce que je vous ai dit jusqu'à présent vous conduit sur une autre façon de voir les choses. Mais en effet, enfin le chat est une des figures essentielles et dans l'art égyptien et dans la vie quotidienne. Tout ce qu'a dit ce monsieur était parfaitement juste sur l'utilité première de l'animal. C'était tout simplement de protéger les récoltes, de protéger les silos à grains des rongeurs et des nuisibles. Donc les chats chassent les rats et les récoltes sont à l'abri pour l'année. Et puis petit à petit, le chat en effet a trouvé sa place dans le foyer. Vous savez vous en avez parlé tout à l'heure, des animaux domestiques à qui on donne des noms, qui font partie de la maisonnée, et c'est vraisemblablement ça aussi qui nous rend aujourd'hui les Égyptiens anciens si proches, parce que ils avaient finalement exactement les mêmes habitudes que nous et la même façon d'envisager, au moins de ce point de vue pratique et matériel, l'animal au sens d'animal de compagnie ou en effet de chasse, de garde, etc. Et puis il y a une évolution que nous entendons là avec le cas du chat, et c'est très important à souligner cette évolution. L'Égypte, et bien sûr l'Égypte c'est très long, on parle de millénaires, avec, et c'est intéressant, des disparitions d'animaux. Oui. Des animaux qui disparaissent. Les lions, par exemple, qui étaient très fréquents, disparaissent. Oui, parce qu'en effet, avant l'Égypte pharaonique, à l'époque pré-dynastique, le climat a changé. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui est un désert en Égypte, que ce soit le désert oriental ou le désert libyque, était en grande partie des savanes. Donc on avait effectivement une occupation animale, une faune de savane, qui, au fil de l'assèchement du climat et de la désertification, ont migré vers le sud. Donc tous les grands fauves comme les lions, les rhinocéros, les éléphants, on avait des girafes aussi, tous ces animaux-là ont petit à petit migré vers le sud. Et donc ont disparu, on va dire, du paysage habituel des Égyptiens. Mais les avaient suffisamment marqués pour que un certain nombre de ces animaux perdurent dans l'iconographie jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne. Et puis on a des introductions aussi, alors évidemment, voilà, vous voyagez en Égypte aujourd'hui, vous voyez des dromadaires partout, donc vous dites ah bah oui, forcément il y avait des dromadaires au temps des pharaons. Non, pas du tout. Ça c'est des introductions qui sont très tardives, au même titre que le cheval par exemple. Et souvent ces espèces sont introduites par les envahisseurs, par les occupants. Par exemple, le cheval arrive avec les envahisseurs Hyksos juste avant le Nouvel Empire. Alors les Égyptiens auront l'intelligence d'adopter le cheval et de s'en servir aussi bien, essentiellement d'ailleurs à la guerre pour tirer les chars.
Mais voilà, donc c'est des choses des animaux qui apparaissent au fil du temps. Et notamment la poule. La poule est un animal qui apparaît. C'est Absolument. étonnant. Alors ça, la poule, c'est une histoire extrêmement drôle parce que nous, quand on voit aujourd'hui ces animaux hybrides, composites, qu'ont produit les Égyptiens, on a l'impression de voir des animaux fantastiques, un bestiaire fantastique. Pour les Égyptiens, le fantastique, il n'était pas là. Le fantastique, il était dans la poule qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert là aussi à peu près au Nouvel Empire, à la faveur des conquêtes et des expéditions militaires du côté de la Mésopotamie. Et en effet, la poule est décrite dans des textes du Nouvel Empire comme un animal fantastique, un oiseau incroyable qui a la particularité exceptionnelle de pondre un œuf tous les jours. Voilà, donc ça c'est drôle. Et en effet, la poule apparaît vraiment tardivement dans les basses-cours égyptiennes, qui sont à ce moment-là essentiellement peuplées de volailles, de canards, d'oies, etc. Ah, le canard, oui, ça, il y en a plein de canards. Ouais. Hélène Guichard, dans ce panthéon, non, cette ménagerie peut-être, ce bestiaire, oui, de l'Égypte antique, il y a des représentations, je pense, de tous les animaux. Certains manquent, enfin, sont peu représentés. Et c'est étonnant d'ailleurs, le moustique, l'araignée, pourtant c'est sûr qu'il y en avait plein, et le cochon. Pourtant le cochon très présent. Oui. Comment vous expliquez cela ? Alors le cochon, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu délicat aujourd'hui en Égypte, puisqu'évidemment l'Égypte est un pays musulman, le tabou sur le porc est très 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 fort. Pourtant, les Égyptiens anciens élevaient des cochons et consommaient du cochon. Et l'ont également associé à certaines formes de la divinité. Mais il reste relativement peu représenté par rapport à d'autres espèces. Mais en revanche, on a par exemple une association directe, et là encore par analogie éthologique, avec de la truie, avec la déesse Nout. La déesse Nout, c'est la déesse du ciel. Et dans le cycle solaire qu'on évoquait tout à l'heure, la déesse du ciel avale tous les soirs son fils, le soleil, qui va voyager dans son corps pendant les 12 heures de la nuit, et tous les matins, elle le remet au monde. Or, vous savez que la truie a cette particularité, en tout cas la réputation, de dévorer ses petits. Et puis finalement de les remettre au monde à un moment ou à un autre. Donc l'association entre la déesse Nout et la truie était toute trouvée, et on expliquait aux gens, voilà, vous voyez, la déesse du ciel avale le soleil tous les soirs pour le remettre au monde, comme la truie avale ses petits. Voilà, donc là c'est encore un bon exemple de ce mécanisme finalement analogique, et on a en effet des petites représentations de truies avec des petits en train de téter à ses mamelles, et qui sont en fait des métaphores de la déesse Nout. Hélène Guichard, vous êtes docteure en égyptologie, vous êtes conservatrice générale au département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre, et vous nous expliquez, c'est passionnant, ces liens qui peuvent être faits entre les animaux, les divinités et les humains. Y a-t-il encore des zones d'ombre complètes où vous ne comprenez pas, vous dites tiens, cet animal est là, je ne comprends pas pourquoi? Oui, bien sûr. Je dirais qu'on en est encore au balbutiement. Alors on a peut-être une vision un petit peu plus claire, un petit peu plus nette que celle que pouvait avoir le frère de Jean-François Champollion, mais néanmoins il reste énormément de zones d'ombre. On parlait tout à l'heure des hiéroglyphes. Évidemment, depuis les travaux de Champollion, on va bientôt fêter le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes là en 2022. Depuis ces travaux, et Champollion était un être extraordinaire, qui était totalement précurseur et qui a vraiment permis de lever le voile sur l'Égypte ancienne. On progresse sans cesse, les épigraphistes de nos jours et les grammairiens. Pas croire que sous prétexte que c'est des petits dessins, la langue hiéroglyphique est une langue simple, pas du tout. Elle est extrêmement complexe avec une grammaire, etc. Et donc là, par exemple, on sait très bien qu'il y a des mots, des termes, des tournures qu'on restitue à peu près, mais beaucoup de choses nous échappent. Il y a évidemment des références que nous ne connaissons pas et qui ne sont peut-être pas encore à notre portée, qui le seront peut-être un jour, je l'espère, mais c'est aussi comme ça que la science avance. Oui, et puis juste pour le plaisir, il faut rappeler aussi qu'il y a ces collections permanentes, notamment au musée du Louvre, que ce soit le parcours chronologique ou le parcours thématique, c'est toujours un régal, et la surprise est toujours complète. C'est étonnant comment nous restons sans cesse fascinés.
Hélène Guichard, je pense qu'il y a ce travail à faire, mais en tant qu'individu, d'écouter par exemple ce que vous dites pour encore mieux comprendre toutes ces œuvres. Elles ont une dimension énorme au-delà de leur qualité esthétique. Oui, je crois que l'art égyptien, appelons ça l'art égyptien, en tout cas les productions artistiques égyptiennes, offrent cette double possibilité. On peut parfaitement, sans rien y connaître, s'en délecter en contemplant ces statues, ces stèles, ces peintures, ces objets de la vie quotidienne aussi. Et puis l'autre aspect est finalement une intellectualisation extrêmement forte. Et quand on commence à s'y plonger, comme Auguste Mariette, on prend le virus et c'est terminé. Et c'est terminé, mais cette fin est le début de plaisir. Merci vivement, Hélène Guichard, de nous avoir parlé de cette relation qu'entretenaient les humains et les animaux dans l'Égypte antique. Et il est l'heure maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, mais quelle heure est-il avant la fin du monde ? Quels sont les indicateurs de notre sentiment sur l'état du monde ? Le bilan n'emporte pas vraiment l'enthousiasme. Pandémie, crise migratoire sans fin, chômage de masse en perspective, dérèglement climatique et ces incendies dans le camp de Moria ou sur la côte ouest des États-Unis qui semblaient nous proposer une image de la fin qu'on aurait préféré ne pas voir si réelle. Objectivement, ça va mal et depuis janvier, l'horloge de la fin du monde a avancé de 20 secondes, un événement largement relayé, histoire de renforcer un peu ce sentiment d'inconfort qui nous taraude. And the doomsday clock is to remain at 2 minutes to midnight for the second consecutive year. Its creators, the US-based Bulletin of the Atomic Scientists, say that the major existential threats of nuclear weapons and climate change leave the world dangerously close to an apocalypse. L'horloge de la fin du monde, la Doomsday Clock, c'est l'angoisse incarnée et actionnée par de vieux messieurs, même si aujourd'hui le comité s'est nettement féminisé. Inventée en 1947, chaque année depuis, elle nous donne une idée rarement rassurante de l'état de la sécurité mondiale. Et que se passait-il en 1947 ? La guerre froide commençait avec la doctrine Truman et le rapport Jdanov qui mettaient en position les deux ennemis prêts à se livrer une guerre finalement moyennement froide, impliquant l'humanité à l'échelle planétaire dans les 40 décennies suivantes. Ce baromètre de notre situation avant la fin du monde est inventé par des physiciens issus du projet Manhattan et son cadran apparaît pour la première fois en couverture du premier numéro de leur gazette, le Bulletin of Atomic Scientists. Nous étions alors à 7 minutes de la fin du monde. Doomsday Clock. La Doomsday Clock invente un autre temps qui n'est pas divisé par des mois et des années, mais qui se déplace en fonction de la situation estimée de l'humanité sur l'échelle du risque de destruction. Ça n'est d'ailleurs plus un cadran entier depuis longtemps, puisque nous ne nous sommes pas éloignés de minuit, l'heure symbolique de notre fin, de plus de 20 minutes depuis son invention. En 1953, nous étions à 2 minutes de minuit. Les États-Unis et l'Union soviétique testaient cette même année des bombes à hydrogène à la capacité de destruction bien plus élevée que la bombe atomique qui avait achevé la Deuxième Guerre mondiale. Si l'invention de l'horloge de la fin du monde est l'héritage de Hiroshima et Nagasaki et de la découverte de la capacité de destruction à grande échelle de l'intelligence humaine, d'autres risques se sont ajoutés pour calculer cette heure fatidique. Les tensions diplomatiques qui nous rapprochent d'un risque de guerre entre grandes puissances à fort potentiel destructeur bien sûr, ou le degré de dérèglement climatique. D'autres encore ont disparu. En 1991, on était bien. À 17 minutes de la fin du monde, on n'avait jamais été aussi loin de l'heure de notre disparition, grâce à la chute de l'Union soviétique. Mais ce répit n'a pas duré. Aujourd'hui, face à la détériorisation de la sécurité mondiale, nous sommes à 1 minute et 40 secondes du minuit apocalyptique. Nous avons donc perdu 20 secondes avant la fin. De quoi alimenter une angoisse et une paranoïa largement suffisantes pour nous paralyser et nous empêcher d'agir. Dans le cabinet des curiosités des objets inutiles, nous pourrions donc remiser cette Doomsday Clock, un aveu d'impuissance, un outil d'alerte folklorique qu'on n'entend plus vraiment avant que la peur ne soit déjà là. During the physical act of love. Tic-tac, tic-tac. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Odile Joessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par Maïwen Guiziou. Toute la semaine, nous nous intéressons aux animaux et nous, histoire d'une relation, des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, dans le cours de l'histoire, attention, licorne, dragon et manticore, la morale du bestiaire médiéval.